un test. Ok, donc bonjour à tous. Alors, du coup, avec mon collègue Cyril, on va vous présenter ce sujet-là, l'AppCap, qui est une librairie LabVIEW de capture de paquets qu'on a développée au sein de Framatome. Au niveau du sommaire, on va vous présenter donc nos choix techniques. Vous verrez qu'il y a un petit historique par rapport à ça. On vous fera une petite démo. Cyril vous expliquera un peu les leçons apprises, donc les trucs un peu nouveaux qu'on a appris sous LabVIEW. Il vous dira aussi pourquoi on pense que c'est un outil qui est cool et pourquoi on pense aussi qu'il y a des petites choses qui ne sont pas si cool que ça. Et puis, je terminerai un peu sur les perspectives qu'on pourrait avoir avec cet outil-là. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier François Normandin et Sam Taggart, puisqu'ils ont bien voulu relire ces slides. Je pense que vous les connaissez tous les deux, sont tous les deux des LabVIEW champions. Et Sam, notamment, est président du Genève Code North America. Et c'est quelqu'un qui a travaillé précédemment chez Westinghouse, donc c'est un concurrent de Framatome, donc il connaît bien nos fonctionnements, nos contraintes dans le nucléaire. Et François, quant à lui, il est très calé sur tout ce qui est réseau. Par exemple, c'est lui qui a fait un module MQTT. Voilà, donc encore merci à eux. Ce qui explique aussi d'ailleurs que les slides sont en anglais. Voilà, ensuite Cyril et moi. Donc Cyril, j'ai pas mis ton nom de famille, tu diras si tu veux bien le dire. Donc on travaille chez Framatome, INC, donc instrumentation et contrôle, à Mélan, à côté de Grenoble. Et donc on développe, on fabrique des bandes tests automatiques sur base LabVIEW Test Stand pour tester des cartes électroniques qui vont en centrale nucléaire. Alors Cyril, je te laisse la main. Ouais, du coup, Cyril Lingan. Alors, c'est ma première présentation au Luge, hein, vous m'en voudrez pas si je suis pas super à l'aise. Du coup, en fait, le projet, il a commencé parce qu'on avait un besoin particulier. En fait, on utilise pour la qualification de nos systèmes un logiciel qui sert à faire des scénarios de test. Donc, ces scénarios, donc il y a Mathilde qui est ici, qui doit bien le connaître. Ces scénarios de test, en fait, il y a une partie de moteurs d'acquisition qui vont acquérir des données. Ça peut être des données analogiques, numériques. On va notamment utiliser tout ce qui est DACAMX. Il y a aussi tout ce qui est moteur de sortie, où on va piloter, ça peut être piloter un GBF, forcément du DACAMX. Et plein d'autres protocoles. Alors, en fait, on a eu une architecture qui est à base de plugins. Donc, on utilise chaque plugin spécifique en fonction des entrées-sorties dont on a besoin. Et pour un besoin d'une nouvelle qualification, on avait un protocole propriétaire à tester. On avait besoin d'acquérir des trames réseau et de les vérifier. Et donc, c'est posé la question de comment on pouvait acquérir des trames réseau pour ce logiciel de scénario dans nos locaux. Hop. Alors, c'est Seb qui a la main. Ouais. Alors, comme je vous l'ai dit, Nuclear Instrumentation and Control, c'est la division dans laquelle on travaille avec Sébastien chez Framatome. Et il faut savoir qu'on utilise alors à la fois des protocoles Ethernet standards, on va dire, mais aussi des protocoles réseau un peu particuliers. Alors ça reste quand même basé plus ou moins sur de l'Ethernet, parce que ça peut transiter par des cartes réseau. Mais il y a tout l'intérieur des trames est propriétaire, donc on ne pourra pas trop en dire ce soir non plus là-dessus. Mais ça peut quand même être acquis par des cartes réseau. Et notre besoin, dans le cadre du logiciel d'animation, c'était pas de générer des trames réseau, mais c'était vraiment d'espionner des trames et de lire les données de ce protocole propriétaire.
c'est vrai qu'on avait plusieurs solutions. Alors en interne, il faut savoir que forcément, enfin, si on a un protocole propriétaire, il y a forcément des manières de l'acquérir. Mais donc on a des cartes qui se mettent, des cartes PCI qui vont être capables d'acquérir ce protocole réseau. Mais c'est assez complexe parce qu'il y a toute une couche développée en C, enfin dans un autre langage qui est assez complexe à s'interfacer en LabVIEW. De plus, les cartes réseau, enfin, elles ont leur fonctionnement propre et en fait, on ne peut pas récupérer l'ensemble des trames qui arrivent. Nous, on voulait vraiment récupérer toutes les trames qui arrivaient et pas en louper une. Et donc ça, c'est pour la partie propriétaire. Après, vous allez aussi me dire qu'on aurait pu utiliser peut-être des primitives comme TCP, UDP, mais là encore, c'était pas possible parce que on est en protocole propriétaire. Et donc, dans le modèle OSI, on descend plus bas et du coup, c'est pas compatible avec TCP ni UDP. Donc, du coup, fallait trouver une solution pour arriver à nos fins. Alors après, il y a Sébastien qui nous a mis des super citations. Tu veux que je parle sur ça? Ah, non, mais enfin, en gros, Bastien, tu veux parler là-dessus? Je te sens en chaud là. Non, je suis pas chaud. Non, mais c'était juste pour dire que au début, on était plus ou moins dans une impasse, mais finalement, le simple fait de se lancer dans une preuve de concept nous a permis d'avancer, de faire des petits pas, et puis de nous débloquer au final, quoi. Et après, en gros, ouais, la deuxième citation, c'était même si on fait des erreurs en prenant des décisions rapides, et ben en fait, même si on s'aperçoit qu'on réfléchirait longtemps, on fait aussi des erreurs, quoi. Ouais. Alors, au niveau des choix techniques, nous, notre besoin, c'était donc d'acquérir des trames réseau à la volée avec donc tous les paquets avec un timestamp et qui s'intègrent facilement avec LabVIEW. Alors, je pense que ça serait une surprise pour personne si je vous parle de Wireshark. Parce que Wireshark, en gros, c'est le logiciel qui permet d'acquérir des trames réseau le plus courant, très connu dans le monde entier. Donc, il permet d'acquérir les trames, on voit toutes les trames, il permet de les dépeauter au niveau TCP, UDP, IP, enfin, on a toutes les trames ARP. Donc, c'est vraiment un outil génial. Mais le problème après, c'est que il n'y a pas forcément d'interfaçage directement entre Wireshark et LabVIEW. Du coup, si on va sur le slide d'après, donc Wireshark, en fait, on ne peut pas s'interfacer directement, donc on ne va pas pouvoir partir de ce côté-là. Par contre, on peut regarder comment Wireshark fonctionne en son sein. Alors, sur la diapo d'après, voilà. Donc là, en gros, c'est l'architecture de Wireshark. On voit que toute la couche au-dessus, c'est uniquement l'interface graphique qui va, et le moteur de gestion des paquets qui va disséquer les paquets. Et en fait, c'est vraiment l'affichage. Et en fait, si on regarde la partie couche basse, en fait, on s'aperçoit que en fait, il utilise une bibliothèque PCAP qui permet alors à la fois de filtrer les paquets qu'on va acquérir au niveau couche, enfin carte réseau, couche très basse, et faire tout l'enregistrement des paquets et la retransmission aux couches supérieures. Et du coup, c'est là que, c'est vraiment de cette bibliothèque dont on va avoir besoin. D'ailleurs, Wireshark propose d'utiliser, on le verra après, mais plusieurs bibliothèques, donc par exemple WinPCAP ou NPCAP. Donc là, on a trouvé notre librairie de capture de paquets. Donc en fait, Wireshark est compatible avec ce qui s'appelle, c'est un espèce un genre de norme de paquet réseau, donc basé sur libpcap, parce qu'à la base, ça a été développé en Linux. Et ensuite, il y a eu des portages pour Windows. Donc le plus connu, le plus ancien, c'est WinPCAP.
Et il y a aussi NPCap pour Windows, du coup. Il y a les deux. Alors, nous, notre OS, c'est forcément Windows. Donc, on n'utilise pas Linux chez Framatome. Donc, on va se focaliser uniquement sur Windows. Et là vient la question de savoir si on utilise WinPCap ou NPCap. Alors là, sur la diapo d'après, on a un super récapitulatif. Alors, donc ça, c'est un peu les comparatifs WinPCap, NPCap, donc les deux qui seraient compatibles avec la solution dont on a besoin. Faut savoir que WinPCap, il a été développé depuis de 2013, mais il n'est plus vraiment maintenu et supporté par les derniers OS. NPCap, c'est un projet récent et activement maintenu. Au niveau de la licence, WinPCap est gratuit sous licence BSD. Par contre, NPCap, il peut être gratuit, mais seulement si on a moins de 5 postes sur lesquels il est installé sur site. Donc ça, c'est par site, il me semble. Et après, si on veut plus de postes, bah, à ce moment-là, il y a les tarifs qui sont là, sachant que pour notre propre usage, en gros, il serait que sur un seul testeur, un testeur de qualification. Et d'ailleurs, maintenant, il est même plus utilisé parce que la qualif est finie, mais après, ça pourra changer par la suite. Mais en tout cas, on était bien inférieur aux 5 sièges autorisés. Du coup, sécurité améliorée parce que du coup, NPCap est beaucoup plus récent. Compatibilité 64 bits pour les deux. Windows 10, donc c'est là où aussi le bas blesse. Sur NPCap, c'est qu'on voit qu'il est âgé. Et c'est NPCap qui gagne avec une compatibilité Windows 10. Et alors, là, c'est la compatibilité avec la View. Sur WinPCap, je pense qu'on a été beaucoup à utiliser un fichier zip mis à disposition sur les forums. Donc c'était une bibliothèque DLL écrite en C. Donc ça faisait un genre de wrapper qui était directement appelable depuis LabVIEW. Mais c'est vrai qu'il a été lâché tel quel sur les forums et il n'est pas maintenu, supporté. Donc voilà. Et après, bah, d'un autre côté, NPCap, on n'a trouvé aucun portage sous LabVIEW. Donc du coup, en gros, il faut se retrousser les manches pour arriver à faire quelque chose. Et donc la solution qu'on a retenue, bah, notamment à propos de l'obsolescence, du maintien des outils, bah, c'est forcément NPCap. Alors, maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut s'interfacer avec NPCap. Donc du coup, il y a plusieurs. Ah mince, excuse-moi, c'est à toi de parler, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Je te rends la main. Ok, ça marche. Bon, alors du coup, comme on voulait s'interfacer avec NPCap, ce qu'on a fait simplement, c'est on est rentré en contact avec les développeurs de NPCap. Et donc il y a quelqu'un qui a priori est connu, je ne savais pas qu'il était connu, son surnom c'est Fyodor. Voilà, son nom complet c'est Gordon Lyon, je ne sais pas comment on dit. Et après quelques échanges d'emails, il nous a dit, en fait, vous savez, il y a un portage actif sur .NET qui s'appelle SharpPCap. Donc vous devriez peut-être regarder de ce côté-là. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc SharpPCap, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie .NET qui, pour le coup, elle est multiplateforme, même si LabVIEW n'est pas multiplateforme au niveau du .NET. C'est-à-dire que SharpPCap fonctionne sous Linux, au travers de libpcap, mais sous Windows, il utilise NPCap. Et puis du coup, c'est un outil qui donne accès à tout un tas de features, donc notamment, vous allez le voir après dans la démo, mais la liste des devices réseau sur votre machine, des options de synchronisation de timestamp, le mode promiscuous. Donc ça, c'est un mode en fait qui permet de capturer tout ce qui se passe
on va dire, sur un câble réseau, même si les trames ne sont pas adressées à la machine. Donc en clair, même si les trames n'ont pas l'adresse MAC de la machine sur laquelle vous bossez. Donc là, vous êtes en pur espion et vous voyez tout passer. Il y a également un accès à ce qui s'appelle les filtres de capture, filtres Berkeley. Donc là, en fait, ce sont des filtres bas niveau qui sont au niveau de la couche Data Link du modèle OSI. Donc, ce sont des filtres performants, puisqu'en fait, parce qu'ils sont bas niveau, du coup, on va dire que dans les basses couches, ils capturent uniquement le type de paquet que vous avez spécifié au début. Puis d'autres choses comme du dump vers des fichiers PCAP, des statistiques, et également de l'écriture de paquets. On y reviendra. Sharp PCAP est, on va dire, un petit frère qui s'appelle Packet.net, que nous n'avons pas utilisé, mais qui permet de faire de la construction et de la dissection de paquets réseau. Donc c'est ce qui permet notamment de récupérer, par exemple, les champs qui constituent une trame IPv4 ou une trame ICMP, ou de faire l'inverse, c'est-à-dire de reconstituer une trame dans l'objectif de l'envoyer. Alors, petit comparatif du coup entre Sharp PCAP et l'éventualité d'un wrapper en C. Donc, si on était parti sur un wrapper en C++, bah, il nous aurait fallu un développeur C++, ce que nous ne sommes pas. Donc, il aurait fallu trouver une ressource, qu'elle soit disponible, qu'elle soit compétente pour ce sujet-là. Tandis qu'un développeur .NET, bah, il n'y en avait pas besoin. Il suffit juste de faire 2-3 manips sous VS Code, ou même pas d'ailleurs, on y reviendra aussi si vous voulez. Mais voilà, en tout cas, ça ne nous a pas demandé de personnes supplémentaires ou de compétences particulières. Sharp PCAP, il est activement maintenu. Si on avait fait un truc maison, bah, se poser la question de le maintenir dans le temps. Au niveau du prix, Sharp PCAP, il est complètement gratuit, sous licence MIT. Et si on l'avait fait en interne, ça nous aurait coûté des heures de développement. Ensuite, au niveau, on va dire, preuve de concept, c'était vraiment rapide. C'est quelque chose qui est vraiment rapide à mettre en place, hein, un wrapper.NET. Au niveau de compatibilité 64 bits, les deux l'auraient été. Et au niveau cross-platform, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Sharp PCAP, il est cross-platform, parce qu'en fait, .NET tourne en partie, je ne suis pas un expert, mais en partie sous Linux. Mais par contre, l'interface .NET de la Vue, ce n'est pas le cas. Donc là, on est vraiment, nous, en tout cas, sur une cible vraiment Windows. Hein. Donc, du coup, une fois qu'on partait sur Sharp PCAP, qu'on parle de .NET et d'assembly, bah, l'idée, c'était de récupérer ces assemblies. Donc ça, il y a plusieurs méthodes. On ne les a pas détaillées là. Si vous voulez, on en parlera après dans les questions. C'est pas simple à faire, pas forcément simple à faire, notamment pour des histoires de version de dépendance. Mais bon, toujours est-il qu'on y est parvenu et on obtient donc une assembly Sharp PCAP et à côté, ben, ses dépendances. Au final, on a obtenu ceci, donc une librairie LabVIEW avec deux classes, qui est un pur wrapper de Sharp PCAP, de ses méthodes, de ses propriétés et d'un callback. On va parler du callback juste après. En exemple d'utilisation, ce que vous pouvez retenir, c'est que c'est le genre de librairie qui peut servir à, par exemple, dans notre cas d'usage, à écrire ou à créer un driver si vous n'êtes pas sur des protocoles standards ou des primitives standards. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On pourrait imaginer aussi faire un espion, donc un espion, une application espion comme Wireshark. Il n'y a peut-être pas trop d'intérêt, mais on pourrait aussi imaginer faire un espion, un module espion intégré dans une application LabVIEW de plus grande envergure. On peut imaginer aussi utiliser ce genre d'outils pour faire des unit tests. Par exemple, pour avoir discuté avec François Normandin, vu que lui, il a fait MQTT, on pourrait imaginer que dans ces unit tests, ils viennent capturer les trames MQTT et vérifier que leur contenu est correct. Et puis, comme le Sharp PCAP permet de faire de l'envoi de paquets,
eh bien, on peut aussi s'en servir pour faire de l'injection de défauts. C'est-à-dire que sur une ligne active, je ne sais pas, moi, par exemple, une ligne active TCP Modbus, mettons, vous pouvez venir injecter, comme le ferait un hacker, si vous voulez, des défauts et vérifier la robustesse de votre système. Du coup, notre usage final, c'était celui-ci. C'est-à-dire que du coup, vous avez NPCap, par-dessus vous avez SharpPCap, par-dessus vous avez notre librairie LabPCap. Ensuite, à côté, on a un dissector de notre protocole propriétaire, donc Café Cyril. Tout ça, on l'a mis dans un driver, et ce driver est appelé par notre plugin. Voilà, donc on s'en est sorti comme ça. Alors, je vais vous faire une petite démo. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que j'ai un petit Raspberry Pi. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que j'ai flouté. J'ai un petit Raspberry Pi qui est branché sur mon PC, sur lequel je vais simplement... Rien. Ah ouais, bon, c'est pas grave. On l'a pas vu, hein, c'est flouté. Ouais, on a vu un truc flouté, quoi. Voilà, bah, vous avez vu un Raspberry Pi flouté, quoi. Il est censuré. C'est pas grave. Petit Raspberry Pi, voilà. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais. Vous voyez que là, j'ai Wireshark à droite et j'ai des exemples LabVIEW à gauche de l'AppCap. Et puis en bas, j'ai une invite de commande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Wireshark sur comment dire, le port où j'ai mon câble réseau. Je démarre la capture. Attendez, non, je vais recommencer. Je recommence. Oui, je voulais juste vous montrer ça avant. Vous voyez qu'en haut, là, j'écris ICMP. ICMP, c'est un filtre de capture. Alors, pourquoi je mets ICMP? Parce que dans ma démo, je vais simplement faire des pings. Et les pings sont basés sur des trames ICMP. Donc là, je démarre la capture. Hop, je fais mon ping. Et mon câble réseau était débranché. Voilà. Donc, du coup, il va falloir attendre que ça revienne. Si tu veux, je te pose une question pendant ce temps-là. Ah non, ça y est, ça reping, c'est bon. Non, c'est bon, pas besoin de regarder, c'est revenu. J'avais juste tiré un peu trop sur le câble. C'est réactif. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer là mon exemple de capture. Dans le filtre de capture, le filtre Berkeley dont je parlais tout à l'heure, je vais écrire ICMP. Et donc, je vais capturer que des trames ICMP. Donc là, vous voyez que j'ai une petite interface qui s'affiche. Et là, je vois tous les matériels réseau disponibles sur ma machine. Donc là, je vais prendre Ethernet, puisque c'est sur celui-là que je travaille. Et puis, je vais refaire le ping. Hop. Et là, vous voyez que j'ai des trames qui passent, aussi bien sur Wireshark que sur mon tableau de cluster là, qui s'appelle Packets. Si vous voulez, je peux le refaire un petit coup. Tac. Et vous voyez que ça commence par D8 et 98 au niveau des datas. Et on voit bien la même chose ici, D8, 98. Au niveau du code, ce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, là, mais bon, ce que vous pouvez voir dans les grandes lignes, c'est qu'au niveau du Open, vous avez des options dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc le mode promiscuous. Vous avez des options pour la synchronisation des horloges, donc notamment synchroniser l'horloge de votre carte réseau avec l'horloge de votre OS. Vous avez le filtre de Berkeley, puis ensuite vous avez de quoi démarrer la capture et l'arrêter. Et au milieu, vous avez une boucle. Et en fait, cette boucle, elle est basée sur un callback.net. Donc Cyril y reviendra après dans les slides. Mais en gros, ce callback crache des paquets, et ces paquets, on les envoie dans une FIFO, tout simplement. Alors maintenant, deuxième petite démo, parce que c'est rigolo, on va faire l'inverse. On va envoyer une trame. Alors c'est toujours une trame ICMP, c'est toujours un ping, mais bon, je l'ai reconstitué à la main et je ne l'ai pas tout à fait bien reconstitué. Donc vous allez voir qu'en fait, normalement,
Dans Wireshark, on va voir passer une requête de ping, mais on ne verra pas la réponse. On ne verra pas la réponse parce que ma trame n'est pas parfaite. Du coup, donc là, Wireshark est toujours actif. Je lance mon petit BI d'écriture. Je choisis Ethernet. Hop, et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle trame qui est apparue, et c'est celle que je viens d'envoyer. Au niveau du Par code, curiosité, c'est pareil, rien de bien compliqué. Oui. tu as généré la trame avec le header Ethernet ou le header héros-généré? En fait, comme tu peux voir, j'ai mis un tableau de bytes en dur qui contient le header IPv4. Ok, donc tu génères toute la frame. Ouais, toute la frame en entier. Ok. J'aurais pu utiliser Packet.net dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui a une classe ICMP, et là ça aurait été beaucoup plus simple, mais je n'ai pas pris le temps de le faire, parce qu'en fait du coup il y a juste à renseigner les champs, c'est-à-dire que tu dis le champ machin de la trame IP, ICMP c'est ça, l'entête c'est ça, puis après ça calcule tout seul les checksums, etc. Voilà, donc ça marche vraiment dans les deux sens, en capture et en envoi. Je reviens sur les slides. Si il faut que je bouge ce truc-là. Tac. Voilà, donc là on a vu la démo de capture, la démo d'envoi. Et là, Cyril va vous parler du coup de ce qu'on a appris de nouveau en LabVIEW. Cyril. Hop. Ouais, c'est bon, je remettais mon micro. Du coup, alors là, il faut savoir qu'on est dans le callback. Donc, on voit le data event, le cluster d'entrée là. Et une des premières... Ah, les callbacks et les refs sont là. Une des premières choses à savoir, c'est que en fait, on n'a pas besoin dans les callbacks de fermer les références. Et en gros, c'est comme dans test stand, les références seront fermées toutes seules. Également, il ne faut pas propager les références fournies par un callback. Sinon, après, la référence ne sera plus valable dans le callback derrière. Et également, la troisième chose, c'est qu'il faut rendre réentrant les sous-VI qui sont présents dans les callbacks. Voilà pour cette partie. Ça marche? Ouais. Alors, nous, on a fait ce choix-là. Donc, en fait, on reçoit un paquet là, donc avec le get packet. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les datas et on va mettre ça dans une FIFO. Donc, ça, c'est en gros, la partie du haut est dans le callback. Et après, derrière, on vient récupérer de manière régulière la FIFO et récupérer l'ensemble des paquets qui ont été lus. D'ailleurs, au niveau, j'avais fait des essais là, et en gros, on récupère, enfin, j'avais fait pas mal d'essais, on récupère les paquets dans le même ordre qui sont arrivés avec le timestamp. Donc, j'ai pas constaté d'inversion de paquets au cours du temps là-dessus. Hop. Alors, au niveau du garbage collector aussi, ce qu'il faut faire, alors, c'était là. Hop. Si on fait, donc il y a le petit VI en dessous là, le garbage collector. Il faut le mettre une fois qu'on a fini un peu toute notre exécution. Sinon, en fait, ça nous met quand on quitte l'appli, ça veut dire qu'il reste toujours il reste toujours un petit un VI qui est en cours d'exécution et du coup, ça fait des erreurs. Et donc, faut bien penser à mettre ce petit garbage collector. Voilà pour ça, c'est vrai que ça va être assez rapide. Un point important, donc encore, on va dire un bug de la bio, c'est que si donc on est tombé dedans,
Donc nous, on avait la référence .NET qui faisait référence là pour donc en données privées de notre classe. Et en fait, si cette classe, on la compile en PPL, du coup, ça nous sort une erreur derrière. Là, je vous laisserai aller regarder l'explicatif exact. Mais en gros, ce qu'on a fait, donc la solution la plus simple, il y a deux solutions, mais c'est la première qu'on a trouvée, c'est de faire un cast vers un objet .NET standard, donc le .NET System Object Reference. Et en fait, à chaque fois qu'on veut utiliser donc par exemple ici, ça va être libpcap live device pour l'acquisition des paquets. Et ben on va faire un cast en gros vers le system.object. Donc on est obligé de le faire à l'écriture dans les données privées de la classe et aussi pour récupérer les données de la classe si on veut les lire. Donc il y a Sébastien aussi qui a trouvé une seconde solution plus propre, mais qui requérait des privilèges administrateurs. Et on l'a trouvé trop tard. Enfin, notre solution était déjà implémentée, mais donc voilà. Donc c'est sur ces deux exemples-là qu'on est parti pour notre bibliothèque LabPcap. Hop. Alors là, je pense que ça va en intéresser plus d'un aussi. C'est pour l'émission de paquets. Donc c'est vrai que la réception de paquets, en fait, ça pose pas trop de problèmes. Avec tous les types qu'on a à disposition, enfin, on récupère nos datas, enfin, ça pose pas trop de problèmes. Par contre, ce qui pose pas mal de problèmes, c'est pour générer des trames en émission, donc comme les trames qu'a émis Sébastien tout à l'heure en ICMP, là. En fait, on n'a pas le type natif en LabVIEW. Et ce qui va être nécessaire, c'est de recréer le type. Donc là, vous avez tout le code qui va permettre donc, de recréer le type, donc le system.read_only_spam. Et donc on voit en entrée notre tableau de données. Donc c'est là où il y a typiquement la trame ICNP qu'on va mettre en argument avec du coup le create instance du type qu'on a régénéré. Donc en fait ça part par un string de type name. Et donc ça c'est vraiment le trick là qui permet de recréer l'espace mémoire pour mettre nos données pour envoyer avec sharp_pcap. Donc ça, c'est peut-être le slide qui a le plus de valeur de la présentation. Maintenant, on va passer à ce qui est cool et pas cool. Alors, ce qui est bien, donc avec sharp_pcap, npcap, c'est son côté gratuit. Alors, gratuit, mais presque. Après, ça sera dans le deuxième slide. Sur sharp_pcap, c'est vrai qu'il y a pas mal d'exemples disponibles. En gros, le proof of concept, il est assez rapide à mettre en œuvre sur LabVIEW. Du coup, comme vous l'avez vu, il y a plein de nouveaux concepts à apprendre, de bugs à résoudre, etc. La compatibilité 64 bits, 32 bits, ça n'a pas posé de problème. Ce qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir, vu que npcap est activement maintenu, sharp_pcap aussi, il n'y aura pas un effort énorme pour les prochaines features s'ils font évoluer leur bibliothèque. Ouais, voilà. Après, si on passe à ce qui est un peu moins cool, donc c'est que c'est presque gratuit, donc notamment pour les licences npcap. Donc là, en fait, ça va dépendre si le programme, on l'utilise sur un PC ou si on a envie de le balancer sur tout un tas de PC avec des applis chez les clients, etc. Donc là, du coup, il faudra passer à la caisse. Après, il y a pas mal Sébastien aussi qui s'est enquiquiné avec des bugs assez compliqués en LabVIEW. Après, il faut savoir que notre bibliothèque, on l'a appelée LabPcap.
Donc pour l'instant, elle ne comprend pas toutes les features de Sharp PCAP. Mais en tout cas, on a développé uniquement ce qu'on avait besoin. Dans la bibliothèque qu'on a fait, on aurait utiliser le GAC management, ça aurait été mieux. Ça, c'est pour le problème qu'on a vu tout à l'heure. Tac, tac, tac. Ah ouais, un problème qu'on a aussi en interne, c'est que Wireshark et NPCAP, pour des questions de sécurité, l'installation sur nos PC de développement est assez problématique au niveau de la cybersécurité. Donc c'est vrai que c'est que des machines hors réseau, enfin qui sont pas connectées au réseau interne de l'entreprise, sur lesquelles on peut déployer ces bibliothèques. Après, au niveau des performances, nous on n'avait pas énormément de besoin de bande passante. On était à peu près à 100 kilooctets secondes. Et voilà. Et après, on va pas pouvoir aussi le rendre open source pour des problèmes de confidentialité. Mais vous avez les éléments essentiels, je pense, pour tout refaire de votre côté. Yes. Du coup, je vais faire la conclusion. Sur l'aspect open source, je vais commencer par ça. En fait, si vous allez sur VIPM, il y a aucun outil équivalent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de librairie PCAP sur VIPM. Pourtant, je sais de sources sûres que divers partenaires de Eni ou autres entreprises ont leur propre librairie PCAP. Voilà, donc je pense à Musilog, mais pas que. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à exploiter là? Est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'essayer de faire un projet open source? Pas forcément sur la base Sharp PCAP, ça c'est pas un requis, mais en tout cas de se dire, voilà, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de faire une librairie PCAP qui atterrirait sur VIPM? Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, donc notre solution n'est pas parfaite, mais elle nous a quand même bien sauvé la vie sur le projet en question. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Si vous trouvez le nom LabPCAP sympa et que vous voulez vous les lancer dans ce projet open source, nous, il n'y a pas de souci, on n'a pas déposé de marque. Voilà, donc c'est OK de le copier. Voilà, si vous avez des questions. Je ne sais pas si on est dans les temps, je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est pas mal, Sébastien. Nicolas me dit que vous aviez 1 heure, donc il reste 10-12 minutes, donc on est très très bien. Okay. Au niveau des questions, il y en a eu pas mal dans le chat. Je vais prendre la première qui doit être de Cyril. Cyril, je te laisse poser tes questions, c'est plus rapide. Ça a été répondu finalement un petit peu après. Mon point, c'était pourquoi ne pas commencer tout simplement par un parseur de fichiers PCAP que Wireshark peut vous fournir assez facilement. Ah, parce qu'on voulait travailler à la volée. En fait, notre logiciel de génération-acquisition, il bosse en temps réel. Donc les sanctions, elles doivent être bonnes ou mauvaises instantanément, quoi. Voilà. Après, il y a un Benjamin Grandjean qui dit: tu es en train de me faire un infarctus à cause des problèmes de On peut lui demander s'il est cybersécurité. toujours là ou pas. Non, il est mort. Merci Benjamin. RIP. Ah, Benjamin, c'est juste que je comprends mieux pourquoi j'étais pas au courant du sujet avant, quoi. Benjamin, c'est en notre train de me faire une responsable. machine à défoncer là. Ouais. C'est J'adore. notre responsable système et réseau et cybersécu. Et après, il a mis un autre message: Sébastien, merci de récupérer tes affaires demain au bureau. Ok. Après, c'est moi. J'avais une question sur la performance. Concrètement, Oui. au niveau des trames, oui, tu disais, on a nous-mêmes des outils. Alors pourquoi on a des outils?
C'est parce que souvent, ça répond à des besoins spécifiques. Il y a besoin de lire 1000 trames, 10 000 trames, X milliers, d'en faire quelque chose, de récupérer une info. Ça va dépendre vraiment du protocole, si c'est chez Framatome ou chez d'autres acteurs, on va dire de l'énergie, des avions. Enfin, tout dépend du protocole Ethernet qui va être défini. Vous, en termes de performance, vous arrivez à décoder combien de trames, milliers de trames par seconde? C'est ce qu'on a mis dans le slide. C'était pas un débit très foufou, hein, Cyril, tu confirmes. Mais moi, Ouais, ce que je peux. Ouais, vas-y. ouais, il y avait des trames, je sais plus, ouais, toutes les quelques millisecondes. Et après, ouais, on n'a pas fait de test de performance à outrance sur Moi, le débit. Ouais. ce que je peux dire, c'est que par contre, dans la doc, enfin, dans le GitHub de SharpECap, ils insistent quand même pas mal sur le fait que la librairie en tant que telle, elle a été beaucoup testée au niveau de ses performances. Elle est performante, selon eux. Donc, il y en a qui s'en servent pour faire des acquisitions haut débit, mais j'ai pas trouvé de valeur chiffrée. Et ce que je sais aussi, c'est que sur la slide où on a montré comment reconstituer un type read-only span, ils expliquent que ce type read-only span, il est là justement pour optimiser à fond les performances de capture. Donc moi, mon avis, c'est que s'il y avait un réseau rapide à capturer, probablement que le goulot d'étranglement, enfin j'imagine, hein, il ne viendrait pas de SharpECap, il viendrait plutôt de l'interface .NET de la Vue. J'imagine, je suppose. En fait, est-ce que, à ta connaissance, cette librairie, en fait, comme une carte d'acquisition, on imagine une carte d'acquisition, si on lit valeur par valeur, on ne peut pas aller au méga. Si on lit directement dans la RAM de la carte, on peut lire des paquets et on peut aller beaucoup plus vite. Effectivement, dans les stratégies qu'on a développées, qui sont assez spécifiques, c'est la capacité à lire des paquets, c'est-à-dire X milliers de trames. Est-ce que Ouais. cette bibliothèque, à ta connaissance, a cette capacité? Parce qu'en fait, la view étant pas bas niveau, il y a des fonctions bas niveau qui vont beaucoup plus vite, et donc tu utilises un langage bas niveau pour avoir un sort de buffer et de lire par milliers, du coup, ça va plus vite. Est-ce que, à ta connaissance, cette bibliothèque permet de faire ça? De lire plusieurs paquets en une Ouais, fois. par exemple, tous les 1000. Tu dis, je sélectionne telle carte, j'arme sur l'adresse MAC, et dès que tu as 1000 trames, je récupère. Alors, j'ai pas vu ça, mais c'est une question que je Ouais, pourrais j'ai pas poser vu à ça non plus. Ouais. Chris Morgan, mais en tout cas, en Parce tant que tel, là, j'ai pas vu ça. que je pense que si on lit trame par trame, forcément, on a moins de puissance que si on utilise un langage bas niveau qui lit toutes les 1000 trames et qui remonte ça à la view un peu comme une carte d'acquisition en mode bufferisé, quoi. Mm. Ok. Et t'as un peu la réponse de pourquoi on avait utilisé des fonctions particulières. Ouais. Mais en tout cas, je poserai la question à Chris Morgan. Peut-être qu'il y a une feature que j'ai pas vue, hein. Mm. C'est pas impossible. Voilà. Ok, ok. Bon, il y a la même personne qui a posé une question. Et sur les performances en écriture? Alors nous, l'écriture, on s'en sert pas. On a développé le VI pour le plaisir. Donc, du coup, je sais pas te dire les performances en écriture. Voilà. Ok, Ouais. je te remercie. Nicolas, alors il y a le petit Nicolas Batz. Nicolas, tu veux lui faire directement ta remarque? Non, non, discuter entre nous. Allez, non, 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 mais c'est pas pour ça. T'avais vraiment mis un message où t'aimais bien le petit Ah non, celui-là. serpent dans la view. Voilà. Ouais. Non, Le bah, c'est dans snake is. dans le style de code, les petits hauts bas comme ça, machin, je trouvais ça sympathique. C'était joli, ouais, Ah c'est oui. vrai. C'est très sympa. Après, il y avait Cyril qui avait remis des messages sur les callbacks. Ouais. Cyril, t'as à peu près, on est d'accord, t'as répondu toi-même à toutes tes questions. Répondu, il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas forcément très d'accord avec ce que j'ai vu, mais ça peut rester mon avis personnel. Ils Mais sont tu exprimés veux. dans le chat. Ouais, plutôt que de relire tes messages, tu veux faire
une remarque directe? C'est sur les callbacks et la fermeture des références dans les callbacks? S'il y a le temps, c'est ça. Mais oui, On a encore effectivement, 5 les minutes. callbacks. Parfait. Les callbacks.NET et le garbage collector, comme le mentionnait Sébastien, peuvent vivre assez difficilement là en live view. Donc, il faut faire quand même attention. C'est pas parce qu'on a des références dans une callback qu'il faut pas les fermer. Ça m'a comme un petit peu tiqué. Attention, si dans votre callback, vous faites une copie de cette référence-là, la view va devenir propriétaire de cette copie-là, puis vous allez potentiellement créer une leak là. Potentiellement non, mais potentiellement oui. Également, si on veut sortir une ref d'une callback, vous pouvez, en faisant une copie, et le sortir à l'extérieur via un événement, par exemple, ou une FIFO, peu importe. Là, vous devenez aussi propriétaire de votre référence. Si elle a été copiée, c'est à vous de la fermer. Donc, attention, Oui. c'est pas parce qu'on a une référence dans une callback qu'on peut dire bah, je la ferme pas, je m'en occupe pas. Pas vrai. Il y a quand même des En cas tout où cas, vous devez vous en occuper. je sais pas si vous voyez mon écran là. Ouais. Oui, on voit. Toujours Sébastien, ouais. Celle-là Ouais, n'est ok. pas copiée, celle-là provient de ta callback, c'est ta référence Ouais, d'événement. voilà, Par contre, celles-ci, effectivement, elles sont automatiquement fermées, puisqu'elles sont fournies par le callback. oui, C'est ce qu'on constate aussi avec les 8 messages de testante, c'est le même principe. Elles sont... Si tu essaies de les propager à l'extérieur, bah, tu t'aperçois qu'elles ont été automatiquement fermées. Après, je suis d'accord avec toi, celles qui sont dedans, il faut les fermer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Ah si, je voulais dire sur le petit côté Snake, là. Habituellement, nous, on fait comme on fait en tout cas comme la plupart des gens, c'est-à-dire qu'on fait des dupes, des copies. C'est-à-dire que les objets en entrée, on les retrouve en sortie. Mais si finalement, si vous n'altérez pas votre objet, ben, j'ai vu quelques présentations, alors je ne sais plus, je crois que c'était Darren qui disait ça, que ça ne servait à rien de faire des copies. Ou alors c'était Piotr, enfin bon, je ne sais plus, qu'il ne fallait pas faire des copies, que ça rajoutait de l'overhead, et puis qu'en C, on ne le ferait jamais. Donc du coup, c'est pour ça que là, il y a des vieilles où il y a un seul fil, puis il n'y a pas de copie en sortie, quoi. Voilà. C'était juste pour répondre un peu à Nicolas sur le Snake. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Snake case. Ouais. Ça, c'est Nicolas, il est pas très gentil comme garçon. Après, comme cette conversation est enregistrée, je peux pas être trop méchant, parce qu'après, il peut plus me recertifier via les Citani, donc bon. Non. Et tu viens Non, d'être certifié, lui. C'est bon, t'es ah, c'est tranquille. gentil, oui. En fait, c'était Anthony qui disait que j'avais perdu toutes mes certifications et que j'étais trop vieux. Donc voilà. Ouais, On va faire une. Merci en tout cas, Sébastien. Très belle présentation. Merci Cyril également. Je ne vois plus d'autres questions.